Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel immédiat. Bonjour Jean-Yves. Bonjour Nicolas. Et nous vous rappelons qu'il est très important que vous diffusiez au maximum cette émission autour de vous. Nous comptons sur vous. Au sommaire, aujourd'hui, l'image de la semaine pour protester contre l'islamisation de la France et de l'Europe. Le collectif Némésis a mené une action choc face à la Tour Eiffel. Nous analyserons ensuite en longueur les divers mensonges et occultations médiatiques quant à la crise du Covid-19. Et il y aura de quoi en parler pendant des heures, mais nous essaierons malgré tout d'être brefs. Puis, comme d'habitude, nous reviendrons sur l'actualité médiatique de la semaine dans notre revue de presse. Et enfin, nous reviendrons sur cette séquence dans laquelle Jean-Claude Dacier réclame de la mixité ethnique et culturelle dans les classes, mais est quand même accusé de racisme. Immédiat numéro 334, c'est parti. Et pour commencer cette émission, eh bien, c'est l'image de la semaine. Et cette image, Jean-Yves, c'est celle de cette action du collectif Némésis, ces femmes qui défendent l'identité française et européenne face à l'immigration extra-europééenne, avec une action choc. Une belle action choc, avec une image très parlante. Toutes ces jeunes femmes voilées, revêtues de niqab. Et pourquoi ont-elles fait cela ? Parce que c'était la veille du jour qu'on appelle le Hijab Day, qui est une campagne de promotion du voile islamique, notamment dans les pays non musulmans. Et pour imposer finalement le voile islamique, d'abord aux femmes musulmanes et peut-être ensuite aux autres. Donc très belle action. Alors on va écouter justement la présidente de ce collectif, Alice Cordier. Aujourd'hui était de dénoncer le Hijab Day, qui est un concept international qui vise à se voiler en soutien aux femmes musulmanes qui seraient martyrisées en France et en Europe. Aujourd'hui, nous préférons rendre hommage aux femmes qui essayent d'enlever leur voile, notamment dans les pays du Moyen-Orient et du Maghreb, justement en dénonçant ce qu'est le voile intégral, en montrant qu'en France, peut-être, ce voile aussi peut arriver. Nous ne stigmatisons pas les musulmans, nous protégeons la femme européenne, tout simplement. Je crois qu'il y a une phrase très forte dans ce qu'a dit Alice Cordier, c'est « nous ne stigmatisons pas les femmes musulmanes, nous protégeons les femmes européennes ». Ça, c'est très fort. C'est pour cela d'ailleurs que M. Darmanin l'a fait interpeller, qu'elle a passé 8 heures en garde à vue, alors que la burqa est théoriquement interdite en France, mais on trouve dans tous les quartiers des femmes en burqa qui circulent sans être interpellées, que les femmes, lorsqu'elles ont fait des manifestations, souvent d'ailleurs agressives ou violentes, ce qui n'était pas le cas de cette manifestation de Némésis, n'ont pas été interpellées. C'est vraiment le deux poids deux mesures, et c'est ce qu'on peut appeler l'anarcho-tyrannie, c'est-à-dire on n'applique pas les lois qui devraient protéger la société française, mais on persécute ceux qui défendent l'identité française. C'est très exactement la définition de l'anarcho-tyrannie qui est le régime Macron. Et vous parliez des Femen, Jean-Yves, et il y a un traitement médiatique des actions des Femen qui n'a pas du tout été le même pour l'action du collectif Némésis, puisque très peu de médias en ont parlé, tout simplement. Alors, il n'y a eu que les médias alternatifs, la réinfosphère, un petit peu au sens large, puisqu'on a quand même eu une information dans Valeurs Actuelles et dans Russia Today, mais on sait que les médias les plus libres en France sont les médias russes. Alors, passons au premier sujet, Covid-19, biais, bobards et occultation médiatique. Et avant d'analyser les biais, les bobards et les occultations médiatiques qui ont été nombreuses sur cette question du Covid-19, eh bien, on va d'abord se concentrer sur l'actualité, Jean-Yves, puisque le confinement n'a pas eu lieu, le reconfinement n'a pas eu lieu, malgré la une du journal du dimanche qui annonçait un reconfinement imminent. Alors, les journaux, et les journaux du pouvoir, le journal du dimanche, c'est le couple Lagardère, endetté, qui vient opportunément de recevoir 465 millions d'aides de prêts dits remboursables, mais qui ne sera jamais remboursé de l'État. Donc, ce sont les relais de pouvoir qui faisaient campagne pour le confinement, puisque le gouvernement était pour le confinement et a milité pour le confinement. Il se trouve que ça n'a pas été suffisamment convaincant pour les Français et que Macron a senti qu'il y avait quand même trop de résistance et là-dessus, il a donné un petit coup de frein par rapport à ce qu'était la volonté du gouvernement.
Bon, c'est un échec des médias d'un certain point de vue, parce qu'ils avaient bien fait le boulot pour préparer le confinement, là, chapeau. Parce que là, on cite le journal du dimanche, mais on aurait pu en citer beaucoup d'autres. Voilà, c'est un peu un échec des médias d'un certain point de vue. Et bien, peut-être un autre échec, c'est la question des frontières, puisque bien, le gouvernement a annoncé la fermeture des frontières, sauf que le discours gouvernemental a bien évolué en un an. Si la question que vous me posez, c'est faut-il fermer les frontières, je vous ai répondu et je vous réponds non seulement au nom de la France, mais je vous réponds désormais au nom de tous les pays voisins. Et aucun de ces pays ne considère comme légitime, comme efficace, comme adapté d'envisager la fermeture des frontières à l'état actuel des choses. Donc je crois que les polémiques sont vaines, j'ai même tendance à penser qu'elles ne sont pas dignes. Nous devons aujourd'hui éviter 2 écueils, mes chers compatriotes. D'une part, le repli nationaliste. Ce virus, il n'a pas de passeport. Les frontières géographiques n'ont pas de sens quand on parle de risque épidémique. Nous avons posé la question au Conseil scientifique des frontières, comme nous avons posé toutes les autres questions. D'ailleurs, vous aurez des réponses écrites et je souhaite les rendre publiques, toujours dans un souci de transparence. Et ça, ce sera assez nouveau aussi, je peux vous le dire, dans la gestion d'une épidémie. La réponse des scientifiques, c'est scientifiquement, ça n'a pas d'intérêt. Avec le recul, cet enchaînement de vidéos est quand même assez drôle. Oui, c'est comique. Oui. Assez comique, on va dire les choses. Alors quand même, si on passe le côté comique, il y a 2 choses très intéressantes dans la dernière déclaration qu'on a reprise là de Véran. C'est qu'il explique que le Conseil scientifique publiera ses débats en toute transparence. Eh bien, pas du tout. Il n'y a pas de débat, puisqu'il n'y a pas de compte-rendu. Et quand des avocats ont demandé les comptes rendus du Conseil scientifique, on leur a dit, ce qui est de droit, on leur dit circulez, il n'y a pas de compte rendu. Donc, premier mensonge de Véran. Deuxièmement, alors les scientifiques, c'est, on veut imposer un dogme, on dit les scientifiques estiment que, alors là, on nous dit les scientifiques estiment que les frontières, ça n'existe pas pour le virus. Ensuite, on met le confinement, on interdit aux gens de sortir de chez soi, donc la frontière, elle est à l'intérieur de l'appartement. Mais là, on nous dit les scientifiques. Voilà. C'est le nouveau dogme religieux de dire les scientifiques, ce qui n'a pas de sens, puisque les scientifiques sont partagés et qu'il n'y a pas de vérité scientifique, il y a simplement la confrontation d'idées, si possible, selon des méthodes scientifiques, ce qui n'est pas la même chose. Et sur la question des frontières, on notera le rôle des médias aussi dans cette campagne contre les frontières il y a un an, avec par exemple Le Monde et l'Express qui parlaient d'une mesure inefficace et illusoire. Alors Jean-Yves, on va revenir ensemble sur tous les mensonges et toutes les occultations. Tous les mensonges, non, c'est impossible. Petite sélection. C'est vrai, une petite sélection, parce qu'il y aurait de quoi faire. Et on va être obligé d'être rapide et de ne pas aller au fond des choses peut-être autant qu'il le faudrait, mais bon, il y en a tellement qu'on va essayer quand même d'en voir quelques-uns. Donc on va revenir sur ces mensonges et ces occultations médiatiques en commençant tout simplement par la question de l'origine du virus, Jean-Yves. Oui, alors l'origine du virus, il y a toujours, là c'est la démarche de réflexion qui peut conduire, il y a l'origine, l'origine animale, franchissement de la barrière des espèces, et puis il y a l'origine, un virus qui était dans un labo, en l'occurrence à Wuhan vraisemblablement, qui est sorti. Voilà, il y a les deux hypothèses. Alors c'est intéressant de voir, là vous avez pris l'exemple de France Info, mais on aurait pu prendre d'autres exemples, l'évolution de la pensée entre février de l'année dernière et janvier. D'abord, on nous dit, ce sont des rumeurs, l'idée que ça puisse sortir d'un laboratoire, sont des rumeurs véhiculées par les réseaux sociaux. Oh là 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 là, le complotisme. Et puis après, en novembre, on nous dit, l'hypothèse que le virus se serait échappé d'un laboratoire serait-elle finalement crédible? Donc on commence à poser la question. Et puis là, on nous dit, le 31 janvier, à propos du voyage d'experts de l'OMS en Chine, que la Chine ne facilite pas l'accès à la vérité. Ce qui est, quand même, un aveu que c'est peut-être pas uniquement le pangolin, ce pauvre pangolin qui est responsable de cette affaire. Voilà, ce qui était complotiste hier devient une vérité aujourd'hui. Dans un sujet annexe, mais qui va quand même revenir dans l'actualité assez vite, ça va bientôt faire 2 ans que Notre-Dame a brûlé. On nous a dit c'est accidentel. On aimerait en savoir un peu plus. À savoir si Je rappelle à monsieur le procureur de la République de Paris, monsieur Heitz, qu'il aura du mal à échapper à un compte-rendu pour le 2e anniversaire. Et à bon entendeur, salut. En plus, lui, théoriquement, il a le droit d'accéder au chantier pour enquêter, théoriquement. Et puis, il doit avoir accès au dossier, j'imagine. Oui. Bon.
Alors, c'est peut-être l'élément le plus visible de cette crise, c'est le masque en plein air obligatoire dans de nombreuses parties du territoire, Jean-Yves. Mais quand on s'intéresse à la justification scientifique de cette mesure, bon, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle est extrêmement discutable. Des spécialistes interrogés par une association de journalistes scientifiques anglais convergent tous vers une conclusion claire. Il est très improbable qu'une contamination ait lieu en plein air et le port du masque ne serait donc utile que dans des zones bondées. Et d'ailleurs, on note que cette conclusion logique, elle a été partagée par certains médias anglo-saxons, comme par exemple Forbes, dont le journaliste conclut. Si l'on tient compte de tous les éléments, la science suggère que vous n'avez probablement pas besoin d'un masque à l'extérieur. Du coup, on a un travail journalistique en Angleterre et chez certains médias étrangers qu'on n'a pas en France. Oui, et des médias tout à fait conformistes par ailleurs, quoi. Oui, mais en France, complètement. Il y a des sujets on n'aborde pas. Bon, moi, quand je vois en forêt des gens qui ont des masques, je hurle de rire, quoi. Voilà. Bon. Donc en France, c'est pas exactement la même chose. On a par exemple Le Monde, France Info, pardon, qui fait s'interroger un spécialiste favorable au masque, Catherine Hill, qui déclare « Tout le monde doit porter un masque en extérieur, on ne sait jamais à qui on va parler dans la rue ». Tandis que de l'autre côté, Martin Blachier parle d'une efficacité quasiment nulle. Nous sommes ici dans le domaine de gestion de la peur et non pas dans le domaine scientifique. Voilà la conclusion de Martin Blachier. Je crois que c'est une gestion de la peur. Et la peur, elle sert à la fois peut-être à lutter contre l'épidémie en multipliant, en conduisant les gens à multiplier les gestes de protection. Donc bon, elle peut être utile de ce point de vue-là. Elle est surtout utile pour domestiquer, contrôler, asservir la population. En tout cas, c'est incroyable que sur un sujet aussi clair où on voit que le masque en extérieur, globalement, ne sert pas à grand-chose, bien les médias, ils occultent totalement le débat là-dessus et finalement, on n'en parle pas plus que ça. C'est quand même étonnant. Alors Jean-Yves, on entend également parler depuis plusieurs semaines maintenant de nouveaux variants. Oui, alors déjà, le nouveau variant, c'est mieux au départ, on parlait de virus mutant pour faire peur. Je salue le travail d'ailleurs de Martial Bill, d'Élise Blaise et des équipes du journal, du JT de TVL qui ont tout de suite employé le bon terme, à savoir le mot variant. Et puis, on voit par exemple le Guardian qui relativise les choses, parce que des variants de virus, il y en a tout le temps. Enfin, c'est dans la vie du virus, si j'ose dire. Qui disent, ce qui est un propos qu'on peut considérer comme un peu plus raisonnable, qu'il faut être vigilant et pas paniquer. Or, on a utilisé le variant anglais pour faire paniquer la population, puisque l'argument pour rétablir le confinement, un des arguments pour rétablir le confinement en France, c'était l'arrivée du variant anglais, notamment en Île-de-France. Et justement, Jean-Yves, on en vient à la justification du confinement. Et quand on regarde les courbes de nombre de cas et d'entrées en réanimation, bon, on se rend compte que finalement, c'est plutôt rassurant, non ? Oui, alors là aussi, si on veut avoir un accès à l'information sérieux, il ne faut pas aller sur le site Santé publique France, qui donne les données, mais qui les présente toujours de manière biaisée, en choisissant les jours, en choisissant les agrégats, de façon à toujours choisir ce qui fait le plus peur. Il faut aller sur un certain nombre de comptes Twitter, comme le compte Covid Tracker ou le compte de Meillan, qui mettent les chiffres en perspective sur la durée, en étudiant l'évolution des chiffres. Et on voit effectivement qu'aussi bien en ce qui concerne les contaminations que les réanimations, eh bien, on est dans une situation de plateau. Ça ne bouge pratiquement pas. Entre le 20 décembre et maintenant, il y a une très légère augmentation. Très légère augmentation, c'est plutôt un plateau. Donc, c'est pas la peine de paniquer. Alors qu'effectivement, on avait annoncé qu'à la suite des fêtes de Noël, ça allait être l'horreur absolue. Ben non, ce n'est pas l'horreur absolue. Et on a également aussi la question, quand on parle de réanimation, Jean-Yves, on a la question des places en réanimation. Alors, là, effectivement, moi, je raisonne toujours, et aussi bien d'ailleurs Covid Tracker que Meillan, ils prennent les chiffres officiels. Et on sait quand même, à la fois pour l'Île-de-France et pour les Alpes-Maritimes, sans doute pour d'autres endroits, mais en tout cas pour ces deux endroits, que les chiffres de réanimation sont des chiffres par excès, puisqu'on ne sort pas toujours les gens, on compte les entrées. Et d'ailleurs,
Santé publique France met toujours en avant le nombre d'entrées, mais on ne met jamais ou rarement les sorties. Et les sorties, elles sont parfois sous-estimées parce qu'on oublie de sortir les gens. Par parenthèse, c'est pas très brillant de la part de l'administration de la santé, puisque un des problèmes de l'administration de la santé en France, c'est que la proportion des administratifs par rapport aux soignants est plus élevée que dans beaucoup de pays du monde, notamment par rapport en Allemagne. Donc à partir du moment où on a beaucoup d'administratifs, au moins ils pourraient nous sortir des tableaux corrects. Et ce qui est assez incroyable, c'est que on a le canard enchaîné qui nous apprend qu'une certaine proportion quand même de lits de réanimation prétendument occupés sont en fait plus occupés. Et on a des proportions qui vont, je crois, de 10 à 20%. De 10 à 20%, oui. C'est pas, on avait traité, je crois, la semaine dernière, on avait traité le cas des Alpes-Maritimes, oui, c'est ça, où il y avait le même écart. Voilà. C'est significatif quand même. Bah oui, c'est significatif, oui. Surtout que la barre qu'a mis le gouvernement, c'est la barre à 3000. Or, il est évident qu'aujourd'hui, la barre 3000 lits de réanimation occupés. Or, aujourd'hui, on est à 3100, donc on va dire, ou 3002, donc on va dire c'est terrible. Or, il y a probablement entre 10 ou 20% de ces 3100 ou 3200 lits qui sont vides. Ouais. Et donc, on est en dessous de la barre des 3000. Évidemment, c'est moins parlant quand on veut affoler les populations. Et eh bien, il y a des gens qui sont peut-être plus dans l'affolement des populations. C'est certains experts médiatiques. On pense notamment, par exemple, Jean-Yves, au médecin généraliste, le docteur Marty, qui veut une solution coup de poing, qui veut un confinement total et au niveau européen de manière simultanée. Et on a également le professeur Pialou qui se prononce sur ce confinement. De toute façon, c'est pas que j'ai réclamé le confinement. Je pense qu'il sera inéluctable compte tenu de la dynamique du virus et des variants. Alors, en fait, je crois que là, on a affaire à des narcisses médiatiques. Et ils ont bien compris, parce qu'ils sont intelligents, c'est des narcisses intelligents, que pour passer, il faut passer un message brutal et allant dans le sens de ce que souhaitent les médias et le gouvernement. Et donc, ils en rajoutent, quoi. Voilà. Ouais. Hein. C'est la dictature en blouse blanche. Alors, autre actualité par rapport au confinement, toujours Jean-Yves, eh bien, c'est cette fameuse étude de Stanford qui a été réalisée par un grand scientifique de l'université de Stanford et qui met en doute l'efficacité du confinement, qui la nuance en tout cas, en postulant que finalement le plus important, c'est peut-être le changement des comportements au niveau individuel. Et cette étude, elle a été violemment critiquée par les médias. Oui, alors d'abord, première remarque, quand il y a eu une étude du Lancet complètement bidonnée, dont on a vu très rapidement qu'elle était complètement bidonnée, qui tendait à établir que la chloroquine n'était pas efficace, ça fait la une du 20h, la une des 20h, sans la moindre, et la une des grands journaux, sans la moindre critique. Bon. Et c'était une étude grossièrement bidonnée. Là, on a une étude beaucoup plus sérieuse, qui est immédiatement, d'abord on n'en parle pas beaucoup, et quand on en parle, c'est pour la dénigrer. Alors évidemment, c'est une étude beaucoup plus sérieuse, forcément imparfaite. On nous dit, il ne compare que 10 États. 10 États, déjà, c'est beaucoup. Sachant qu'effectivement, les comparaisons sont très difficiles, parce que les États n'ont pas forcément la même structure démographique, la même population âgée, les mêmes comorbidités, donc c'est extrêmement difficile. Il y a une foule de paramètres. Bon, ceci étant, de même, certains pays ont d'autres actions que le confinement. Par exemple, la Corée du Sud, elle a mené d'autres actions que le confinement. Donc c'est difficile. Mais en tout cas, c'est la première étude un peu sérieuse qui émet des doutes sur l'efficacité du confinement. Maintenant, on attend des études qui prouveraient l'efficacité du confinement. C'est peut-être un peu plus dur à trouver. Il y en a quelques-unes qui postulent ça, mais de la même manière que celle-ci est critiquée, on pourrait les critiquer, puisque tout ce qui a trait à l'étude du Covid-19, on n'est pas dans la démarche scientifique avec 10 ans de recul, donc forcément, on est un petit peu dans l'instant et tout est imparfait des deux côtés, quoi. Donc voilà, en tout cas, ce qui est certain, c'est que l'exercice est effectivement compliqué, mais on peut noter cet excellent travail de Philippe Lemoine, philosophe des sciences très actif sur Twitter, qui a publié un article sur son blog en français. Pourquoi un nouveau confinement serait une erreur? Un article très complet et très dense, très fouillé, que je vous invite à lire, qui est vraiment intéressant et qui postule de la même manière que finalement le plus important serait avant tout les changements individuels, qui peuvent d'ailleurs être induits par le confinement, évidemment. Mais en tout cas, Jean-Yves, on voit que dans ce papier, on a une comparaison, pour illustrer cet article, la différence entre Suède et les pays de l'Union européenne.
et qui nous montre qu'à l'international, on n'a pas de réponse précise Alors, non plus, mais bon. C'est très intéressant parce que la Suède n'a pas confiné, et même quand on a annoncé quelques mesures restrictives, parce que c'est vrai qu'il y en a eu, ça n'avait rien à voir, bien sûr, ça n'avait rien à voir avec le confinement. Or, la courbe des morts correspond, par million d'habitants évidemment, ramenée à la population, correspond exactement à celle de l'ensemble des pays de l'Union européenne. Ceux qui ont pratiquement tous pratiqué le confinement à un moment ou à un autre, ce qui, à minima, amène à être un peu sceptique sur l'efficacité du confinement. D'autant plus qu'on compare avec tous les pays de l'Union européenne. Hein. Donc il y a des pays qui ont des comportements sociaux peut-être différents des Suédois, mais il y en a d'autres qui ont des comportements assez voisins des Suédois. Et on pourrait aussi prendre l'exemple de l'Espagne, Jean-Yves. Alors l'Espagne, où on voit que la courbe des morts chute sans confinement. Oui, parce qu'ils ont levé le confinement. Donc en fait, on voit d'ailleurs dans les différents pays des courbes qui montent, qui redescendent. Alors ça se déplace d'un pays à l'autre, c'est pas au même moment, mais les courbes finalement ont tendance à se ressembler. L'épidémie progresse et puis elle régresse sans doute assez naturellement quand les gens qu'elle touche sont déjà s'auto-immunisent en quelque sorte, ou sont de fait peu réceptifs au virus. Et on a également à noter l'Italie qui réouvre restaurants, musées, alors avec des aménagements bien entendu, mais qui réouvre quasiment l'ensemble de son activité. Donc c'est intéressant. Et surtout, quand on a des critiques de cette étude, ce qui est vraiment hallucinant, c'est que on nous parle de démarches scientifiques, etc. Mais quand le gouvernement décide du confinement ou non, il ne s'appuie absolument pas sur une analyse coût-avantage de cette question de l'impact économique, de l'impact social, etc. Donc c'est assez incroyable. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire un peu de publicité, mais on en parlera de ce sujet avec Philippe Lemoine, d'ailleurs, dans l'émission Les Dessous de la Science sur TV Liberté, qui sort demain, ce vendredi. Voilà. Donc voilà, mais Jean-Yves, voilà, il y a des conséquences qui ne sont pas prises en compte par les gouvernants. Y compris d'ailleurs des conséquences médicales. Oui, complètement. Il y a des conséquences psychologiques pour les enfants, notamment. On va écouter Pauline Chaste de l'hôpital Necker. Le climat anxiogène et probablement aussi les confinements successifs augmentent le niveau d'anxiété et augmentent le caractère, la sévérité des pathologies des enfants. Ils se présentent souvent avec des symptômes plus sévères et c'est pour ça probablement qu'on rencontre plus de tentatives de suicide, alors qu'habituellement on peut rencontrer des enfants qui peuvent avoir des idées suicidaires sans forcément passer à l'acte. Alors, il y a des conséquences sur les enfants, il y a des conséquences aussi, je pense, sur les adultes, des conséquences psychiatriques sur les adultes. Sur les enfants, il y a des conséquences, à mon avis, gravissimes chez les tout jeunes enfants pour l'apprentissage de la parole, l'apprentissage des relations sociales, comment on a des relations sociales avec des gens masqués, comment on peut apprendre à parler en voyant des gens masqués, c'est-à-dire sans les gestes des lèvres. Il y a de l'apprentissage sur la lecture. Comment un enfant peut apprendre à lire quand il a une maîtresse d'école, enfin du professeur des écoles maintenant masqué. Tout ça est quand même assez incroyable. Ça fait partie des conséquences au long terme, au-delà de l'économie pure, etc., que personne ne semble capable de trop mesurer, mais qui peut quand même motiver des gens à proposer le confinement malgré tout. Hein. Sans parler des conséquences démographiques, qu'on a déjà évoquées, pour lesquelles on n'a pas de chiffres, mais qui peuvent conduire à penser qu'il y aura entre 20% ou 30% de naissances en moins en 2021. Voilà. Donc avec un creux démographique et peut-être une accélération, suivant les populations qui sont concernés, peut-être une accélération du grand remplacement. Ça, c'est des choses dont on ne parle pas non plus. Alors, autre élément dont on ne parle pas beaucoup, Jean-Yves, c'est le traitement, puisque on a la généticienne Alexandra Henrion-Caude qui, sur son Twitter, propose un traitement, qui a été critiqué par les médias, évidemment, mais en tout cas, on ne parle pas du traitement. Non, alors, le traitement, c'est quand même le sujet. Quand il y a une maladie, quel traitement ? Et là, on est dans l'omerta totale. Alors Madame Henrion-Caude présente les différents traitements possibles aux différentes phases de la maladie, y compris aux premières phases pour éviter que ça se dégénère, ce qui est quand même un vrai sujet. Notez d'ailleurs que M. Macron et Mme
Macron nous ont dit avoir été, en tout cas Mme Macron, soignée. Oui, c'est vrai, ils ont dit on ne sait pas comment. On ne sait pas comment. C'est quand même un sujet intéressant. Et donc, ce tweet de Mme Orion-Claude a l'immense mérite d'exister. Voilà. Et on a également, quand on parle des manipulations médiatiques, Jean-Yves, eh bien, ce titre de l'AFP, repris ici par BFM. Autriche, 10 000 personnes, dont des néo-nazis, manifestent contre le confinement. Alors ça, c'est formidable, parce que les manifestations à l'étranger, Dieu sait s'il y en a eu en Italie, il y en a eu aux Pays-Bas, il y en a dans d'autres pays, il y en a eu d'importantes en Autriche. Bon, ce sont des gens qui manifestent pour leur liberté et contre le confinement. Et donc, qu'est-ce qu'on fait pour casser l'affaire? Parce que là, on est obligé d'en parler. On dit, oh là là, il y a des néo-nazis dans la manifestation. Alors, je ne sais pas s'il y a des néo-nazis, mais c'est pas un argument. Oui. C'est l'argument point Godwin. Hitler aimait les chiens, vous aimez les chiens, donc vous êtes nazi. Enfin, c'est stupide. Là, le point Godwin, c'est quand on n'a pas d'argument. Et donc, on n'a pas d'argument. Au lieu de dire, bah voilà, il y a un certain nombre de gens qui manifestent en Autriche contre ce confinement, qui trouvent injustifié, nous dit, oh là là, attention, là, on a trouvé, ou on a imaginé 2 ou 3 néo-nazis, peut-être d'ailleurs que c'est des policiers infiltrés qui sont venus avec des drapeaux, on ne sait pas. Bon, en tout cas, voilà, ça fait le grand titre et du coup, ça permet aux médias Il n'y a même pas de drapeau. Je vois sur l'image, je vois des drapeaux autrichiens, ce qui, à ma connaissance, n'est pas un drapeau nazi, puisque l'Autriche était un pays indépendant avec son drapeau avant l'Anschluss de 1938. Bon, en tout cas, c'est assez incroyable. Et dernière actualité par rapport à cette question du Covid, pour clore un peu ce chapitre, un petit peu de légèreté ou pas d'ailleurs, la question des restaurants avec notamment ces magistrats verbalisés dans un restaurant à Paris, Jean-Yves. Oui, alors moi personnellement, je ne suis pas absolument scandalisé que des gens se retrouvent dans un restaurant à côté de leur travail. Bon, alors évidemment, comme c'est des magistrats, ça fait un peu de scandale. Le président de la Cour d'appel de Paris a dit « Attention, ce ne sont pas des magistrats de l'ordre judiciaire » pour protéger ces troupes de cette turpitude terrible. D'où venaient-ils, ces magistrats? Alors, figurez-vous que ce sont des magistrats immigrationnistes. Ah. Oui, des magistrats de la Cour nationale du droit d'asile. Alors, en gros, on fait simple, mais dans la Cour nationale du droit d'asile, c'est des chambres de 3 personnes. L'une est nommée par le Conseil d'État, donc elle est immigrationniste, et l'autre est nommée par la Commission des réfugiés des Nations Unies, donc elle est immigrationniste. Donc quand vous avez 2 magistrats de la CNDA, il y a de bonnes chances que ce soit des immigrationnistes. Bon, ils ont quand même le droit de se nourrir. Et ce qui est intéressant sur cette question des restaurants, c'est qu'évidemment, ça crée la polémique de savoir que certains endroits peuvent ouvrir, d'autres pas. Et on va le voir notamment avec Nicolas Dupont-Aignan dans l'émission Le Samedi Politique d'Élise Blaise. Le restaurant de l'Assemblée est ouvert, la buvette du Sénat est ouverte, mais les restaurants qui ont pris des précautions sont interdits. Le restaurant de l'Assemblée nationale est ouvert avec les mesures de précaution rigoureuses. On n'a pas le droit de manger en face de quelqu'un, on doit être en quinconce, pas le droit de plus de 2. Pourquoi ce qui est fait pour les parlementaires n'est pas fait pour les Français? Mais comment accepter cela? Je vous assure, quand je suis rentré dans le restaurant de l'Assemblée, je me suis dit, mais c'est incroyable. Nous, on a le droit et les Français n'ont pas le droit. Et alors, ce qui est curieux, c'est que j'ai entendu sur Internet, des gens m'ont dit, oui, il faut l'interdire pour les parlementaires, c'est scandaleux. Mais non, il faut l'autoriser pour les Français. Oui, Dupont-Aignan a parfaitement raison, c'est le bon sens ce qu'il dit, mais moi j'irais même plus loin, parce qu'au fond, le restaurant de l'Assemblée, le buvette c'est peut-être un peu différent, mais le restaurant de l'Assemblée, c'est un restaurant, c'est une cantine d'entreprise. Or, les cantines d'entreprise, elles continuent de fonctionner. C'est-à-dire que les grandes sociétés de services qui livrent des repas aux cantines d'entreprise, elles continuent de se développer pendant que les petits restaurants sont fermés. Or, objectivement, à partir du moment où il y a des gestes barrières qui sont adoptés, je ne vois pas en quoi ce serait plus contaminant de manger dans une cantine, de déjeuner ou de dîner dans une cantine d'entreprise que dans un restaurant. Complètement. Voilà, donc ça souligne l'aberration du système. Mais on a vu, Jean-Yves, ensemble plusieurs mensonges, occultations, bobards, biais médiatiques. On aurait pu en voir beaucoup d'autres, mais on va devoir s'arrêter là parce que l'émission avance malgré tout. On va donc passer à la revue de presse. Et
Et pour entamer cette revue de presse, eh bien, on se tourne vers un succès de mobilisation populaire, la mobilisation Marchons enfants contre la loi bioéthique. On note par exemple ce tweet de Gabriel Cluzel de Boulevard Voltaire. Manif dans 60 villes de France à l'appel du collectif Marchons enfants. Pour être franche, je m'attendais à voir peu de monde compte tenu du temps et du contexte, mais non, étonnante mobilisation, frappant comme d'habitude par sa jeunesse. Donc j'arrive plutôt un succès. Plutôt un succès que le Monde a immédiatement dénigré, parce qu'au lieu de traiter le succès, on va chercher quelques enfants qui ont grandi, qui avaient défilé en 2013 ou 2014, et on leur fait dénoncer les parents. C'est une bonne méthode maoïste, mais ou soviétique d'ailleurs. En venant du monde, c'est pas tout régime. Mais bon, il faut dire que le monde est dans les mains de l'extrême gauche, donc c'est tout à fait logique. On pourrait faire ça sur absolument n'importe quelle manifestation. Je veux dire, il y a des gens engagés à gauche dont les enfants vont ensuite virer à droite. C'est la vie, quoi. Voilà. Mais un petit crachat, un petit glavio. Glavio d'extrême gauche dans le monde. Alors, autre actualité, eh bien, c'est le réseau social Twitter, qui a suspendu le compte du média catholique américain Daily Citizen, qui avait écrit à propos de la nomination, là où on ne sait pas exactement, on va dire la secrétaire adjointe à la santé de Joe Biden, qui était donc initialement un homme et qui s'identifie comme femme. Et donc, le tweet déclarait qu'il s'agissait d'une femme transgenre, c'est-à-dire un homme qui croit qu'il est une femme. Ah oui, il faut censurer ça. Alors là, oui. Maîtrise de l'antenne. Non, mais c'est quand même incroyable, la censure sur Twitter, c'est fou. C'est vraiment hallucinant. Et toujours sur cette question un petit peu de l'identification au genre, on a cette France Culture qui a publié une émission Instinct parental, mais où se cache-t-il donc? Avec ce texte pour accompagner la présentation de l'émission. Si anatomiquement les cerveaux masculins et féminins sont identiques, comment expliquer les différences comportementales? Puisque le cerveau chez la femme et l'homme est strictement semblable, où se cache cet instinct parental? Oui, c'est le bourrage au crâne habituel de France Culture qui prétend qu'un homme et une femme, c'est semblable. Mais vous allez vous intéresser au sujet, je crois, Nicolas. Oui, effectivement. Petit instant réclame encore, mais oui, demain paraîtra sur la chaîne YouTube de TV Liberté. Donc ce vendredi, le deuxième numéro de l'émission Les Dessous de la Science, qui sera consacré notamment à la question des différences entre les hommes et les femmes, des différences et des complémentarités. Et bien, on reviendra en longueur sur la question des différences de cerveau, puisque cerveau masculin et féminin sont très significativement différents. Et ça ne fait d'ailleurs pas débat, sauf à France Culture a priori, mais on y reviendra, donc comme ça... À France Cancel Culture, peut-être. Peut-être, et on leur enverra peut-être le lien pour qu'ils se cultivent un peu. Et en tout cas, moi je vous recommande vivement, chers amis, de regarder l'émission Pour la Science, parce que le premier numéro, le premier opus qui était consacré à l'énergie était très intéressant, très vivant, très instructif, et donc je pense que demain ce sera aussi très bien sur la différence homme-femme. Bon, vous allez me faire rougir, Jean-Yves. Alors on va conclure cette revue de presse, toujours un petit peu sur les réseaux sociaux, avec cette déclaration à Europe 1 de Geoffroy Roux de Bézieux, le patron du MEDEF, qui a déclaré: ce sont les réseaux sociaux que nous n'arrivons pas à contrôler en démocratie. C'est ça la difficulté, c'est ça le problème numéro 1. Alors, on a vu d'ailleurs dans le cours de cette émission à quel point les réseaux sociaux et Twitter étaient utiles pour des vraies informations sur le Covid. Bon, c'est peut-être pour ça, effectivement, qu'on veut les supprimer. Alors, ce pauvre Roux de Bézieux, il est quand même le champion de ce genre de déclaration. Bon, ça rappelle un peu Barbier. Internet, on doit pouvoir le contrôler. La Chine y arrive bien. D'ailleurs, ça commence à être le cas aussi ici. Donc, c'est une importation du modèle chinois ou du modèle américain, puisque on a aussi censuré le président des États-Unis, qui reste même aujourd'hui qu'il n'est plus à la Maison-Blanche, la principale ou l'une des principales personnalités politiques des États-Unis. Donc, c'est un coup d'État qui a eu lieu. Apparemment, M. Bézieux trouve ça très bien. Bien, on va passer au deuxième sujet de cette émission, le dérapage de Jean-Claude Dacier sur CNews. Jean-Claude Dacier a-t-il dérapé? C'est l'avis de nombreux médias et journalistes. On va regarder un extrait tout de suite de l'émission L'heure des pros sur CNews. Et Jean-Claude Dacier s'exprime sur la loi séparatisme. Lui, il a envie que cette loi aille encore plus loin. Mais il n'y a pas tout, hélas, dans la loi. Le problème de l'éducation est au cœur
face à cette machine assimilationniste, il a raison, Pascal, et Darmanin dans son bouquin a raison, c'est une machine à assimiler une population qui se plaint, malheureuse, ou qui le croit l'être, qui est très très forte. Si on n'est pas capable d'aller plus loin, notamment au cœur, et il y en a pour 15 ans, du problème éducatif, c'est-à-dire que tant qu'on s'adressera dans nos écoles à des salles, à des classes qui comprennent 75% de Noirs, d'Arabes, j'en passe et des meilleurs, on n'y arrivera jamais. Il faut aller, je pense, au-delà, si on veut y arriver. Attendez, qu'est-ce que vous voulez dire? Je dis que quand tu as une classe où tu as perdu d'avance... musulmans, mais pourquoi vous dites noirs? Quel est le rapport? Oui, même des noirs. Mais non, mais je comprends pas. Il faut que vous précisiez votre pensée, parce que là, le mot noir et arabe, personne ne l'a saisi. Tu as des communautés, avec une communauté probablement musulmane majoritaire. Quand tu as face à ça un prof, et Simon Paty en est là, sa démonstration d'une cruauté exemplaire, si on ne va pas notamment plus loin dans ce domaine-là, et qu'on n'organise pas la mixité, on n'aura aucun résultat. C'est ce que je veux dire. Sur 75% de musulmans dans une classe. C'est-à-dire une population. Voilà. Et donc, c'est ce que disaient parfois des profs, c'est-à-dire qu'on a... on n'y arrive pas. Alors, il y a deux choses intéressantes. Il y a d'abord le fait que M. Praud, il essaye la maîtrise de l'antenne. Ouais. Puisque la loi sur le séparatisme, elle pose quand même principalement la question de l'islam, même si on ne le dit pas. Et donc, Dacier dit les Noirs et les Arabes. Donc, Praud, il fait la maîtrise de l'antenne pour éviter de se faire taper sur les doigts par le CSA. Bon. La réalité, c'est qu'il y a des écoles où il n'y a pas 75%. Il y a des écoles où il y a 95%, voire 98%. Allez, je reprends les expressions de Noirs et d'Arabes qui, quoi qu'on en dise, viennent d'origines et de cultures différentes de la nôtre. Et donc, c'est sûr que l'assimilation, elle ne peut pas se faire. C'est comme ça. Voilà. Ah, il a dit des choses. Vous avez dit dérapage. C'est pas un dérapage. Ouais. Il a donné des faits. Voilà. Oui, non, mais c'est le dérapage, c'est le vocabulaire médiatique. Voilà. Là, on a les médias qui sont le vocabulaire diabolisant des médias. Exactement. Et on a de nombreux journalistes aussi qui l'ont critiqué. On a par exemple Jean-Michel Apathy. Oh là là. Donc voilà, qui parle de quelque chose d'effrayant. Dimitri Lours, qui est journaliste au Télégramme, qui demande même à ce qu'on ferme cette chaîne de tarés bordel. Ce sont ses mots en parlant de CNews, donc après ce qu'il qualifie de dérapage. On a une journaliste de Paris Match, un autre de France Info. Bref, tout le monde s'énerve contre eux. Finalement, ce qu'il faut quand même rappeler, c'est que c'est juste une demande de mixité ethnique et culturelle, en fait, à la base. Hein. Oui, absolument. Oui, tout à fait. Oui. C'est ce qu'on appelait aux États-Unis, dans les années 60, le buzzing. On prenait des enfants dans des quartiers blancs pour les emmener dans des écoles noires et des enfants noirs pour les emmener dans des quartiers blancs. Quand on voit l'état des États-Unis aujourd'hui, on n'est pas absolument persuadé que ce soit une idée géniale. En tout cas, donc Jean-Claude Dacier était accusé de racisme pour avoir demandé plus de mixité ethnique. Et surtout qu'on voit que finalement, ce n'est pas le seul à en demander, Jean-Yves, puisque, par exemple, à Créteil, des mamans demandent la mixité scolaire. Et on a Salika Amara, une de ces mères de famille, qui déclare « Nous voulons du blanc dans nos établissements ». Du blanc. Donc c'est ça, par contre, c'est pas un dérapage. Hein. Et pareil, Libération, qui titre, reportage, en classe, on voudrait des petits blonds avec nos enfants. Donc, oui, mais le problème, c'est que jusqu'ici, en France encore, les gens ont le choix de leur lieu d'habitation. Et donc, pourquoi il n'y a plus que des enfants, je reprends l'expression de Dacier, noirs et arabes dans certains quartiers, c'est parce que les blancs qui y habitaient en sont partis, parce qu'ils y trouvaient la vie insupportable. Voilà, c'est comme ça. C'est tout à fait regrettable, parce que s'ils y avaient trouvé la vie supportable, ils y seraient restés. Et on aurait la fameuse mixité. Vivre ensemble. Voilà, il faut remonter aux causes un peu et pas se laisser intoxiquer, intimider, diaboliser. On fait confiance à nos spectateurs pour ne pas se laisser intoxiquer. Ça va être la fin de cette émission. Jean-Yves, vous avez un coup de chapeau. Le coup de chapeau habituel tous les 2 mois à Éléments, qui est une très très belle revue, bourrée d'articles intéressants, de fond. Il y a les très beaux articles de Bousquet, et puis il y a le dossier cette année. Ce numéro, le dossier, c'est l'animal est-il une personne ? Voilà, avec un débat, les points de vue d'Yves Christen, d'Alain de Benoît, et même une interview de Marine Le Pen sur les chats. Ça, c'est la partie plus festive. Il y a aussi l'affaire Duhamel, qui est ramenée dans son contexte.
c'est-à-dire le contexte de la gauche morale issue de mai 68. Il y a ensuite une interrogation d'un grand penseur américain sur la critique du libéralisme. C'est vraiment un numéro à lire de bout en bout. Il y a aussi une interview de l'ancien patron d'EDF, Henri Proglio, qui évoque d'ailleurs son passage dans ses jeunes années aux Grèce, quand les colloques du Grèce avaient lieu à HEC. Voilà, fermons la parenthèse. En tout cas, le conseil de lecture est partagé auprès de nos auditeurs. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Et Jean-Yves, on se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine.